Le rendez-vous de l'information et le journal magazine, c'est avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur notre page YouTube Radio J, mais également sur notre site internet radioj.fr. Israël va accueillir demain les dirigeants de 48 pays à l'occasion des commémorations pour le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Emmanuel Macron est arrivé hier soir et a rencontré ce matin Benjamin Netanyahou et Reuven Rivlin. Le président français a déclaré que l'ombre noire de l'antisémitisme renaît et que l'antisionisme, quand il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. Nous recevrons en direct Daniel Sheikh, diplomate israélien et ancien ambassadeur d'Israël en France, pour parler notamment de la visite du président français. Benjamin Netanyahou attendrait l'aval de la Maison-Blanche pour faire appliquer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Selon des responsables du Likoud, le Premier ministre ne portera pas ce dossier la semaine prochaine à la Knesset et ne le fera pas tant qu'il n'aura pas l'accord américain. Et en France, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont reçu de nouvelles menaces de mort. Leurs auteurs réclament dans l'une d'elles le retrait de la réforme des retraites. À la fin de ce journal, vous retrouverez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Radio J. C'est l'événement de la semaine en Israël. Près de 50 dirigeants de pays du monde entier seront réunis demain après-midi à Jérusalem au mémorial Yad Vashem pour le 5e forum de la Shoah et les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Les événements officiels vont commencer dès ce soir avec un dîner organisé à la résidence du président israélien Reuven Rivlin. Sur les réseaux sociaux, Benjamin Netanyahou a souhaité la bienvenue à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Il est important qu'ils se souviennent d'où nous venons et il est important qu'ils voient ce que nous avons accompli, a ajouté le Premier ministre israélien. Les dirigeants polonais et lituaniens ont eux annulé leur visite au dernier moment. Emmanuel Macron est arrivé quant à lui hier soir en Israël. Le président français a rencontré Benjamin Netanyahou ce matin à la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour un petit déjeuner. Le président français s'est également entretenu avec son homologue Reuven Rivlin. Le chef de l'État a souligné que l'ombre de l'antisémitisme se répand et renaît. Nous continuerons avec la même détermination et nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. Emmanuel Macron se rendra en fin d'après-midi à Ramallah pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais la visite du chef de l'État français est davantage tournée vers l'histoire que vers le politique. Outre sa participation au Forum de la Shoah, au cours duquel le président français prendra la parole, il se rendra au mémorial de la déportation des Juifs de France à Roglit, à 20 km au sud-ouest de Jérusalem. Il s'adressera aussi à la communauté française résidant en Israël, environ 150 000 personnes, dont une nette majorité de binationaux. Nous recevons en direct à ce propos Daniel Sheikh, diplomate israélien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Daniel Sheikh. Bonjour. Alors que l'antisémitisme ne cesse de croître en France, hausse de 74% d'actes antisémites en 2018 et les chiffres en 2019 devraient être encore mauvais, quelle importance revêt cette visite de Emmanuel Macron, une visite de 2 jours, en Israël ? Tout d'abord, ce n'est pas uniquement la visite d'Emmanuel Macron. Il faut comprendre qu'il y a un contexte d'une réunion internationale de grande importance. Évidemment. En ce qui concerne la mémoire de la Shoah et plus spécifiquement la libération d'Auschwitz. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la réussite de la diplomatie israélienne doit être mesurée. Avec comme toile de fond cette évidence, il est assez clair qu'un président français soit présent, notamment pour les raisons que vous venez de citer, que l'antisémitisme en France a malheureusement une présence très forte dans la vie des Français et surtout dans la vie de la communauté juive de France. Et il s'agit d'autant plus d'un président qui s'est exprimé plus d'une fois, qui a manifesté plus d'une fois son inquiétude dans ce domaine. Et donc, je pense que Emmanuel Macron n'a pas hésité beaucoup avant de répondre présent à cet événement.
D'un point de vue politique, lors de son discours ce matin, Emmanuel Macron a déclaré que l'antisionisme, quand il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. Une phrase dans la lignée de ce qu'il avait déjà affirmé en février dernier lors du 34e dîner du CRIF. Oui, c'est exact. Il ne fléchit pas sur cette question, même si en France, comme vous le savez mieux que moi, ceci n'est pas sans controverse. Surtout après le débat un peu houleux à l'Assemblée nationale sur cette question. Mais il en est convaincu. Je pense qu'il a été très précis d'ailleurs sur quel genre de critique d'Israël, quel genre d'antisionisme doit être considéré comme antisémitisme. Il a bien fait d'ailleurs de préciser que cela ne voulait pas dire que chaque désaccord avec un gouvernement ou un dirigeant israélien peut être taxé d'antisémitisme, mais qu'il y a suffisamment de voix des voix négationnistes par rapport à l'existence d'Israël pour qu'il persiste et signe sur ce parallélisme qu'il fait. D'ailleurs, le premier président français à le faire. Benjamin Netanyahu a demandé à Emmanuel Macron d'accentuer la pression sur l'Iran. Le président a lui déclaré que la France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Est-ce qu'il y a un changement de braquet dans la politique européenne vis-à-vis de la prolifération nucléaire iranienne, dans cette lutte contre la prolifération nucléaire iranienne ? Non, pas du tout. Je pense que ça a toujours été la position de l'Europe et notamment de la France et notamment d'Emmanuel Macron. Les Européens ont activé la procédure de règlement des différends de l'accord sur le nucléaire de 2015. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce que demande Israël et ce que demande la France. C'est sur la méthode qu'il y a un désaccord. Les deux sont d'accord qu'il ne faut pas permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Simplement, les États-Unis et Israël pensent qu'il faut le faire par des moyens de rupture avec l'accord sur le nucléaire iranien et l'usage de sanctions. Et l'Europe, et notamment la France, pense qu'il faut essayer tout de même de le faire dans le cadre de cet accord, tout en précisant, certainement ce sont les propos d'Emmanuel Macron, tout en précisant qu'il faut élargir cet accord, pas seulement pour qu'il ne traite pas seulement des questions de nucléaire, mais aussi des questions du rôle iranien dans la région, la fabrication de missiles balistiques, etc., etc. Sur les commémorations de demain, en quoi est-ce important qu'il y ait autant de chefs d'État et de gouvernement, alors que l'antisémitisme en France et en Europe ne fait qu'augmenter? Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est symbolique ou pour cette lutte contre l'antisémitisme, ou c'est bien plus que cela? C'est symbolique, mais il ne faut pas diminuer l'importance du symbole dans cette. Parce qu'un symbole, il devient d'une certaine manière un engagement. La présence d'un chef d'État, son identification avec le contenu de cette conférence, la participation et la contribution des orateurs pour cette idée du renforcement de la lutte contre l'antisémitisme, elle manifeste surtout une reconnaissance du problème, ce qui est déjà une chose très importante aujourd'hui. Maintenant, c'est à chaque pays, dans le contexte spécifique de sa démographie, de son éducation, de sa culture, etc., de trouver les moyens pratiques pour combattre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est surtout la raison pour laquelle il faut laisser le symbole, surtout le symbole, comme une sorte de dénominateur commun généralisé pour tous les participants. Et d'ailleurs pour les pays qui n'y participent pas non plus. Et le but de ces commémorations est également de commémorer évidemment la mémoire la libération d'Auschwitz il y a 75 ans, mais également dire ce message important au monde entier que plus jamais ça. Bien sûr, c'est une évidence.
Daniel Sheikh, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes diplomate israélien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Au revoir et à bientôt sur Radio J. Au revoir. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, accompagne le président français Emmanuel Macron dans ce voyage en Israël. Le premier représentant de la communauté juive française a réagi à l'étude de Fondapol et de l'American Jewish Community sur l'antisémitisme qui révèle que 34% des juifs français se sentent menacés dans le pays. Des propos recueillis par notre journaliste Frédéric Aziza, présent sur place. Nous savons quelle est la situation aujourd'hui en France avec l'antisémitisme. Nous savons que l'antisémitisme gangrène actuellement une partie de la société française et que les Français juifs vivent au quotidien cet antisémitisme qui induit un sentiment d'insécurité pour ceux qui ne le vivent pas dans leur chair et qui met une partie de la communauté dans une véritable insécurité puisqu'elle est victime d'agressions, d'insultes antisémites quasi quotidiennes. Accrochage a eu lieu tout à l'heure près de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem entre un membre des forces de sécurité israéliennes et des membres du groupe de sécurité d'Emmanuel Macron quelques heures avant la visite prévue du président français sur le site, selon des journalistes sur place. Un membre des forces de sécurité israéliennes est dans un premier temps entré dans la basilique, propriété de la France, puis en est ressorti. Lorsqu'il a tenté d'y entrer à nouveau, il en a été expulsé par des membres du groupe de sécurité de la présidence de la République, ont indiqué plusieurs journalistes présents, évoquant des éclats de voix. Un de ces journalistes a affirmé que 2 hommes s'étaient pris par le col. Radio J, il est 14h13, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de ce journal. Radio J, 14h14, la suite du journal, Gabriel Attal. Oui, numéro 2 de l'Alliance Bleu-Blanc, Yair Lapid, était également présent à Jérusalem ce matin pour la visite d'Emmanuel Macron et s'est entretenu avec le président français. L'ancien ministre des Finances a souligné l'importance des commémorations de demain à Yad Vashem à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Mon grand-père a été gazé dans les chambres de Mata-Hotel et je suis allé et j'ai ressenti quelque chose de très fort lorsque j'y étais parce que j'ai ressenti mon grand-père en train de frapper dans les portes avant d'être gazé. C'est pour ça que l'État d'Israël existe, c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça qu'Israël va tout faire pour que jamais plus ça se reproduise. Des propos également recueillis par notre journaliste Frédéric Aziza, présent sur place. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé aujourd'hui la Maison-Blanche afin de faire avancer l'application de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, a rapporté la radio Cannes en citant des propos de responsables du Likoud. Selon ces mêmes responsables, le chef du gouvernement israélien ne portera pas ce dossier la semaine prochaine à la Knesset et ne le fera pas tant qu'il n'aura pas reçu l'aval de Washington. La Maison-Blanche s'oppose, elle, à l'annexion de la vallée du Jourdain avant la révélation du deal du siècle, ce fameux projet de paix, plan de paix israélo-arabe. L'annexion de la dépression du Jourdain sera-t-elle au cœur de la campagne électorale israélienne ? Le sujet revient à l'ordre du jour dans le débat politique, même s'il y a peu de divergences de fond entre la droite et le centre. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. La dépression du Jourdain, ce n'est pas la vallée du Jourdain, située plus au nord et qui a toujours fait partie des frontières de l'État d'Israël depuis 1949. La dépression du Jourdain a été conquise pendant la guerre des 6 jours de 1967. Il s'agit de la zone qui va de la rive nord de la mer Morte et remonte vers le nord sur une centaine de kilomètres jusqu'au sud de Beth Shean, avec la frontière jordanienne à l'est et la Judée-Samarie à l'ouest. Depuis les accords d'Oslo de 1993, cette région est à 90% en zone C, c'est-à-dire sous contrôle israélien, mais pas sous souveraineté israélienne. Elle est peuplée de 60 majoritairement dans la ville de Jéricho et d'environ 15 000 Israéliens qui vivent principalement dans les communautés créées à partir des années 70 le long de la route 90 et d'autres sur les hauteurs, selon le plan établi à l'époque par Yigal Allon. Dans la mesure où la dépression du Jourdain marque une frontière naturelle avec la Jordanie, elle a toujours été considérée par Israël comme très importante d'un point de vue stratégique. Le Premier ministre Yitzhak Rabin considérait d'ailleurs qu'elle était la ceinture de sécurité d'Israël et qu'elle devrait passer sous souveraineté israélienne lors de l'accord qui serait signé sur le statut définitif de l'autorité palestinienne. Cet accord, on le sait, n'a jamais été conclu.
Pourtant, la dépression du Jourdain fait partie des régions, comme les blocs d'implantation de Judée-Samarie, qui doivent devenir israéliennes à l'issue du règlement du conflit. L'annexion de la dépression du Jourdain est d'ailleurs considérée comme un enjeu consensuel en Israël et qui ne serait pas contesté par les États-Unis, en tout cas pas par l'administration Trump, jusqu'ici favorable à Israël. Benjamin Netanyahou en a fait un de ses arguments de campagne lors des 2 dernières échéances électorales de 2019 et le dirigeant du Likoud a remis l'annexion de la dépression du Jourdain à l'ordre du jour de la campagne pour le scrutin du 2 mars. Mais si l'on en reparle maintenant, c'est aussi parce que le Premier ministre israélien y voit un moyen de reprendre la main alors que la Knesset doit voter en assemblée plénière mardi prochain la mise en place de la commission parlementaire qui doit examiner sa demande d'immunité. Sachant que l'actuelle composition du Parlement ne lui donnera pas de majorité en sa faveur pour soutenir l'immunité, dont il a besoin pour retarder l'échéance de son procès, Benjamin Netanyahou veut profiter de ce que la Knesset sera réunie pour lui proposer de voter l'annexion de la dépression du Jourdain. Cette initiative ne fait pas les affaires du parti centriste bleu-blanc qui veut concentrer la campagne sur la situation judiciaire de Benjamin Netanyahou, mais Benny Gantz a bien été obligé de prendre position. Le leader centriste a donc assuré qu'il était pour que la dépression du Jourdain devienne israélienne, mais que le sujet serait traité après les élections et en coordination avec la communauté internationale. En tout cas, le débat est lancé. 3 terroristes palestiniens ont été éliminés hier soir par Tsahal après avoir tenté de pénétrer en territoire israélien depuis la bande de Gaza, a annoncé un porte-parole de l'armée dans un communiqué. Les soldats de Tsahal ont ouvert le feu sur les 3 Palestiniens lorsqu'ils leur ont lancé un engin explosif ou une grenade et les ont neutralisés. Un objet suspect ressemblant à une maquette d'avion a été trouvé hier après-midi attaché à un groupe de ballons dans une zone ouverte de la zone industrielle de Neot Hovav dans le sud d'Israël selon la police. Un des mineurs de la police est arrivé sur les lieux et s'est occupé de l'objet selon un communiqué de la police israélienne. Et toujours en Israël, la compagnie d'électricité publique a déclaré aujourd'hui qu'elle mettait fin aux coupures d'électricité en Judée-Samarie, expliquant que le principal distributeur d'électricité des Palestiniens avait remboursé une partie de sa dette. Israel Electric Corp a commencé des coupures de courant sporadiques de 3 heures le 18 décembre dernier pour exiger de la Jerusalem District Electricity Company le paiement d'une facture de 468 millions d'euros. On passe à l'actualité. Dans le monde, en Bulgarie, un cimetière juif situé à Choumen, dans le nord-est du pays, a été profané, a rapporté aujourd'hui le Sofia Globe. Les pierres tombales ont été renversées et brisées et la clôture qui entoure le cimetière a été endommagée. Nous espérons que les institutions responsables trouveront les coupables et veilleront à ce que de telles actions ne se reproduisent pas à l'avenir, a déclaré Shalom, l'organisation des Juifs de Bulgarie. Des tags antisémites ont été retrouvés dimanche matin sur les façades de la bibliothèque municipale de Villanueva de la Canadia et sur les murs de plusieurs rues, a rapporté un étudiant français sur place à EI24 News. Les inscriptions incitaient au meurtre des Juifs et appelaient à la libération de la Palestine. Des croix celtiques ont également été retrouvées ainsi que des symboles nazis. Le rabbin Moshe Bijawi de cette communauté, regroupant plus de 600 étudiants juifs, s'est indigné sur les réseaux sociaux et a remercié les autorités locales pour avoir effacé toute trace des tags. Une enquête est actuellement en cours. Le Liban s'est doté hier soir d'un nouveau gouvernement dirigé par Hassan Diab, près de 3 mois après la démission de Saad Hariri. La liste des membres du gouvernement a fait l'objet de plus d'1 mois de tractations sous tension. Le Premier ministre a promis que son gouvernement ferait tout son possible pour répondre aux revendications du mouvement de contestation qui agite le pays depuis plus de 3 mois et réclame une refonte du système politique. C'est un gouvernement qui exprime les aspirations des manifestants dans tout le pays, mobilisés depuis plus de 3 mois, qui travaillera à répondre à leurs revendications: indépendance de la justice, recouvrement des fonds détournés, lutte contre l'enrichissement illégal, a-t-il déclaré peu après l'annonce de la formation de son cabinet. Et en France, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et celui de l'économie Bruno Le Maire ont reçu de nouvelles lettres de menaces de mort, leurs auteurs réclamant dans l'une d'elles l'abandon de la réforme des retraites, selon l'AFP aujourd'hui auprès de Bercy. 2 balles de revolver étaient scotchées sur une de ces lettres non manuscrites envoyées à Bercy et que l'AFP a pu consulter. « Tu convaincs Macron que cela suffit qu'il retire sa réforme, sinon on massacre », est-il écrit dans ce courrier.
Et enfin, les grévistes de la RATP annoncent un vendredi noir dans les transports. Ce vendredi 24 janvier est en effet le jour de présentation du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres. Cette journée est ciblée comme une journée noire. Ça va être une journée où on appelle à une mobilisation générale dans tout le pays. Évidemment, les agents de la RATP ne vont pas être absents de ce rendez-vous comme d'autres journées à venir. Expliqué lundi sur BFM Paris, Olivier Thériault, délégué syndical CGT RATP Bus. Radio J, il est 14h23, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant, vous retrouvez l'émission Israel Startup Nation présentée par Daniel Rouache.